La revue de presse. Tour d'horizon de l'actualité locale. Agathe Petit. Bonjour Charles, bonjour. Oui, bonjour Agathe. Bonjour. En général, c'est comme ça qu'on commence. Oui, par dire bonjour, bien sûr, évidemment. Ça va ? Oui, ça va, merci. Bon, il n'y avait pas de journaux dans les kiosques hier, la presse nationale. J'imagine que ce matin, il y en a un peu plus, en tout cas, on l'espère. Oui, ce matin, il y en a un peu plus, mais de toute façon, ce qui nous concerne, c'est l'actualité locale, donc voilà. Et eux n'étaient pas touchés, effectivement, par la grève des syndicats du livre. Bonjour à toutes et à tous. On commence avec un sujet que l'on peut qualifier de grave, traité cette semaine par la rédaction du journal du Pays Lyonnais et publié sur leur site internet. Un malaise grandissant dans les EHPAD, ces structures départementales d'accueil pour personnes âgées dépendantes. Fin juillet, le journal titrait sur le malaise dans 2 maisons de retraite à Aubigny et Saint-Florent-des-Bois en Vendée. Donc, 2 mois plus tard, la CFDT Santé et le syndicat Interco 85 tirent la sonnette d'alarme sur les conditions de travail des agents. Pénibilité, culpabilisation, frustration, ces constats émanent d'une enquête menée auprès de 4000 personnes. Quelques chiffres en ressortent. 61% mettent en avant un manque de temps pour s'occuper convenablement des personnes. On ne manipule pas des petits pois, s'offusque Didier Lambert de la CFDT. 50% estiment que leur travail a des effets négatifs sur leur santé. Quant au salaire, aux environs du SMIC seulement, les agents le trouvent insuffisant à 76%. Les résultats de cette enquête ont été confiés aux financeurs, le Conseil général et l'ARS, l'Agence régionale de santé. Objectif, plus de personnel et plus de matériel. Allez, autre histoire de retraités, c'est celle d'un couple de Valtais rescapés de la tempête Xynthia. Et oui Charles, eux s'en sont sortis. Voilà la une de l'hebdo de Sèvres-et-Maine. La nuit où la tempête Xynthia a balayé la côte vendéenne en février 2010, Gilbert et Louisette Fournier étaient à la Faute-sur-Mer dans leur maison secondaire. Le couple originaire de Valette dans le Vignoble a vécu une nuit d'angoisse. On peut le dire, ils ont choisi de témoigner dans les colonnes de l'hebdo de Sèvres-et-Maine alors que le procès entre dans sa dernière ligne droite au Sables-d'Olonne. En voilà un extrait. 3h30 du matin, la maison est dans le noir. La température de l'eau est de 7 degrés. En un quart de seconde, le sexagénaire imagine tout. Il faut atteindre l'étage. Vous traversez la chambre, vous avez de l'eau à mi-jambe. Vous arrivez dans le couloir, le niveau atteint la ceinture. Finalement, le couple est secouru à 13h, soit 10 heures après le début de la catastrophe. C'est seulement en arrivant à la salle de l'Aiguillon, point de rassemblement des réfugiés, que les 2 Valtais se rendent compte de la situation. Revenus sur place 2 jours après, ils constatent l'ampleur des dégâts. On a tout perdu. Je me souviens de 2 murs de clôture d'1,80 m tombés par terre. Mais Gilbert relativise, bien sûr, on n'y est pas resté. Ce n'est que du matériel. Cette nuit-là, on le rappelle, 29 personnes, dont 3 enfants, ont péri. Depuis le 15 septembre dernier, le tribunal correctionnel tente d'établir les responsabilités de 5 prévenus poursuivis pour homicide involontaire, dont celle de l'ancien maire de la Faute-sur-Mer, René Maratier. Gilbert et Louisette ont choisi de ne pas y assister. On ne veut pas oublier, mais on veut tourner la page. Allez, on passe à des nouvelles un peu plus réjouissantes, Agathe. Décidément, ça bouge dans les médias en Loire-Atlantique. Encore un nouveau magazine, mais celui-ci, vous ne le trouverez pas dans les kiosques. Et non, car c'est un gratuit. Je vous présente Bigre. Bigre, c'est un nouveau bimestriel dont le premier numéro est paru le 7 octobre dernier. Je vous propose d'écouter Valérie Marion, ancienne collaboratrice du célèbre Pulsomatique, aujourd'hui rédactrice en chef de Bigre. On dit que c'est un féminin mixte des parents modernes. La rédaction est presque exclusivement féminine, donc c'est un traitement plutôt féminin, mais sinon on s'adresse bien à tout le monde. Donc les pères ne sont pas exclus et on essaye d'avoir des contenus qui sont en capacité de répondre à toute typologie de famille. C'est-à-dire, donc quand on dit moderne, c'est-à-dire qu'on peut vraiment s'adresser à tout le monde, c'est-à-dire les familles monoparentales, homoparentales, mais aussi la famille Boucle d'Or de Gralin, comme la famille de Malakoff. En fait, on s'adresse à tous les parents. Et je pense aussi qu'une bonne partie du contenu s'adresse en fait finalement à de l'adulte. La partie parentale est plus sur la fin du magazine où après on a vraiment un traitement de l'information spécifique sur la parentalité et sur le spectacle jeune public. Il y avait un vide au niveau de l'offre à ce niveau-là ? On se positionne plus sur le spectacle jeune public parce que là on pense qu'il y avait un manque sur le département parce qu'il y a de plus en plus de spectacles jeune public. Et en fait, il y a peu de supports qui le relaient. Du coup, aujourd'hui, le magazine, comment est-ce qu'il fonctionne ? La rédaction, elle est composée de combien de personnes ? Voilà, l'équipe, elle se compose de comment ? On a une équipe de bénévoles, parce qu'on est vraiment sur le début de notre activité. Donc, on est constitué en association. Toutes les bonnes volontés, en fait, qui se sont manifestées ont participé au lancement de Bigre.
Sinon, à s'occuper du magazine, on est 2, Manuela et moi. À plein temps. À plein temps. Ouais. En termes de financement, j'ai vu que vous aviez lancé un financement via Ulule, un financement participatif. Donc, il est lancé depuis quand? Il a vocation à financer quoi exactement? On a mis un seuil à 1 500 €. En fait, c'est pas qu'on n'a pas besoin de cet argent, hein, mais c'est pas ce qui va financer le magazine, évidemment. C'était plus une opération de communication aussi, pour nous faire connaître. On se veut aussi être un média participatif, c'est-à-dire qu'on voudrait que les gens puissent nous envoyer l'information. Donc on estimait que faire un lancement sur Ulule positionnait le titre déjà sur de la participation. Au niveau des points de diffusion, on trouve le magazine, si j'ai bien compris, dans des endroits un petit peu inattendus. C'est-à-dire des parkings. Oui, on le trouve notamment, pas tous les parkings, mais quasiment tous les parkings de centre-ville de Nantes. Sinon, la diffusion, c'est les lieux assez classiques, hein. Ça va être bar, restaurant, magasins qui vont dans la cible, donc en général enfants, qui vendent des produits pour les enfants. Voilà, Bigre numéro 1 du nom a été édité à 20 000 exemplaires dans tout le département. Et oui, l'écho de la presqu'île, on passe à un autre sujet maintenant. Sort cette semaine un dossier sur le logement social, Agathe, c'est intéressant. Oui, logement social, le pourcentage qui fâche, ou sur la une de Saint-Nazaire, donc HLM, le quota qui fâche. Voilà, c'est la une de l'écho de la presqu'île ce vendredi. Première chose à savoir avant d'aborder ce dossier, la loi dite solidarité et renouvellement urbain, la loi SRU. Que dit-elle cette loi? Eh bien, elle impose aux communes de disposer d'un pourcentage conséquent de logements sociaux. Depuis 2013, il est de 20% pour celles de plus de 3500 habitants, 25% pour celles situées entre 1500 et 3500 habitants et sans obligation pour les plus petites. Une situation pas toujours facile à vivre selon qu'on est élu à la Carène ou à Cap-Atlantique, qui sont les 2 communautés urbaines du littoral. À Saint-Nazaire, par exemple, le social est dans l'ADN de la ville. Dans certaines communes de la Côte d'Amour, en revanche, on voit d'un œil moins favorable une certaine mixité sociale, d'autant que le prix du foncier est un obstacle indéniable à une construction à faible coût. C'est ce que nous explique Amélie Thomas, l'auteur de cet article. Quelques municipalités ont même subi ou frôlé le constat de carence et la mise sous tutelle par le préfet. C'est le cas, par exemple, de Donge, où le maire François Chénaud a été critiqué sur la lenteur du processus. Donge ne compte que 11% de logements sociaux sur les 20 requis par la loi. Pour se défendre, il met en avant une volonté de faire moins vite mais mieux. L'objectif est, dit-il, d'abord de mieux faire accepter le logement social. Et puis, autre cas concret, celui de Saint-Liphard. La commune compte 4400 habitants. Pour Chantal Brière, le maire et son adjointe aux affaires sociales, Marie-Thérèse Rousseau, ce pourcentage imposé est tout bonnement ridicule. C'est un objectif très difficile à atteindre. Les 2 élus vont même plus loin. Selon elle, cela n'a aucun intérêt. Nous ne sommes pas confrontés aux mêmes demandes que les communes alentours. Nous n'avons pas de collège ni de grosses structures sur la commune. Tributaire des transports, nous sommes loin d'être un pôle urbain. Récit donc dans l'écho de la presqu'île, des limites concrètes sur le terrain à l'application d'une loi nationale. Allez, un mot pour terminer sur les dessous de la fabrique. Derrière les conflits sociaux, il y a d'abord des histoires humaines, des parcours de vie. Et oui, Charles, c'était le temps fort des Journées du patrimoine 2014 à Saint-Herblain, la présentation du web documentaire Les Dessous de la fabrique, un travail de 2 ans et demi autour de l'usine Chantel, implantée à Saint-Herblain de 1966 à 1994, avant de migrer à Couéron, où l'unité a fermé en 2004. Le webdoc est désormais en ligne et accessible à tous. Sur le principe d'un site web, en fait, l'internaute peut accéder à différents médias et se construire son propre parcours d'exploration. Voilà ce que l'on peut y écouter, extrait de la thématique Quelle vie après l'usine? Réponse d'Eliane et Annie. J'ai galéré, ça c'est clair. Pourtant j'étais pas vieille quand j'ai été licenciée, mais quand on allait faire les boîtes, on était trop vieille, à 42 ans. On faisait des remplacements à droite, à gauche. Voilà. Puis jusqu'au jour que j'en ai eu marre et j'ai été faire c'était un CS à la mairie de Couéron en 2001. Et pendant 10 mois, j'ai fait un CS. Oui. Je fais les ménages dans les écoles, en maternelle. Voilà. Donc je fais le nettoyage. Et après, j'ai fait des remplacements à droite à gauche dans les écoles. Et puis un jour, j'ai eu un poste. Donc, un poste à partir de 2006. Et puis là, je viens de quitter. Voilà.
Quand je pense, je me disais, on se battait pour la retraite à 55 ans pour les femmes. Et puis aujourd'hui, obligé de travailler, c'est dur, quoi. Donc en 2005, fin 2005, mon salaire était de 1046 €, au bout de 37 ans. Forcément, la retraite à peu près de 2200 €, hein. Parce qu'en pré-retraite, j'avais pas le droit de travailler. Donc je me disais, ou je fais du repassage, ou je fais du ménage. Bon. Et puis après, j'ai rencontré une copine qui faisait les produits Forever, qui me dit, elle a fait ça en fin de carrière, et elle dit, j'ai fait que des petits boulots toute ma vie, et aujourd'hui avec Forever, je gagne hyper bien ma vie. Au moins là, on a du contact avec les gens, on voit les gens, on rencontre des gens pour des moments sympas. Parce que là, de ma porte ouverte, les gens viennent, on discute des produits bien sûr, mais après il y a le café, les petits gâteaux, on échange, et puis les collègues qui travaillent avec moi qui viennent, on échange encore le passé, enfin, non, c'est toujours très sympa, quoi. Donc c'est pas une prise de tête, comme repasser, j'aurais mal au bras, enfin bref. Hein. Donc j'ai choisi cette chose-là, après voilà, j'aurais pu faire autre chose, mais ça m'a permis de rencontrer des gens de milieux différents, que je n'aurais jamais rencontré ailleurs. Parce que quand on est militant, à mon regret, on ne côtoie que des gens de ce milieu-là. Voilà des propos recueillis par Aurélie Marchand et Anne-Laure Lejaune, portés par l'association Fil en tête. Le projet a été réalisé en partenariat avec la ville de Saint-Herblain, la radio Jet FM et le Centre d'histoire du travail de Nantes. Rendez-vous donc sur le www.lesdessouslelafabrique.fr. Et ben voilà, merci beaucoup Agathe pour cette revue de presse bien complète sur les médias locaux qui traitent de l'actualité locale, bien sûr. Pour ou contre l'aéroport, Agathe ? Je n'ai pas d'avis sur la question, ce n'est pas mon boulot. Attention, parce que certains en répondent. On n'est pas payé dans un pour petit avoir fichier, un avis, nous. Si t'es pour, si t'es contre, si t'es neutre, apparemment. Apparemment, on est fiché, oui. C'est dit Delphine Bateau. On y reviendra bien sûr dans les infos ce matin. Et le club de la presse de Nantes, bien sûr, est furieux après cette révélation d'un extrait du livre de Delphine Bateau, l'ancienne ministre de l'Environnement, qui déclare dans ce livre justement que Matignon a détenu en tout cas une liste sur laquelle apparaissent le nom des journalistes ayant couvert l'actualité à Notre-Dame-des-Landes, classifiés en 3 catégories, pour, contre ou neutre. Voilà, on en parlera en détail plus ce matin. Merci en tout cas Agathe, à la semaine prochaine, même heure, même endroit.